Bien, donnons la parole maintenant à Pascal Ausseur. J'ai le plaisir de recevoir parmi nous. Pascal Ausseur a eu plusieurs vies, on peut le dire. Absolument. Dans la première vie, il est toujours amiral de la Marine nationale. Et puis, tu as eu l'occasion de naviguer Oui, oui, pendant de nombreuses années et d'être le pacha absolument. dans des navires de la Marine. Conseiller de ministre aussi. Oui, Et puis aujourd'hui, depuis 5 ans. depuis 5 ans, Pascal Ausseur dirige la FMES, qui est la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, qui est installée tout à fait fortuitement et en rapport avec ses activités antérieures à Toulon, siège, si je puis dire, un des deux sièges de la Marine nationale. Et cette fondation qui est, alors non, je ne vais pas dire téléguidée parce que ce serait erroné, mais qui a le soutien du ministère de la Défense. Oui. Notamment. Je dirais un moustieux. Oui. Volontiers. Et qui essaie de mettre un peu de lumière dans un monde de plus en plus compliqué. Et dans ce monde de plus en plus compliqué, suite à la présentation qui va nous être faite dans quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi l'année prochaine, la réglementation européenne Nice 2 sur la cybersécurité s'avérera tout à fait indispensable, puisque la guerre, le théâtre de la guerre a notamment évolué avec ces questions notamment qui sont liées au droit du numérique. Tu as la parole. Merci beaucoup. Donc moi, je suis un petit peu le mouton noir parce que vous êtes tous juristes, si j'ai bien compris. Moi pas. Vous êtes tous experts du numérique et moi pas. Et voilà, moi je suis, comme Frédéric vient de le dire, je suis un ancien officier de marine qui a passé 40 ans à peu près dans la marine, enfin 20 ans sur les bateaux et 20 ans dans ce qu'on appelle le politico-militaire, c'est-à-dire l'interface entre la décision politique et les forces. Et puis donc j'ai pris la direction de cet institut il y a maintenant 5 ans, qui s'occupe des enjeux stratégiques sur le Sud. Le Sud, c'est l'Afrique, c'est le Moyen-Orient, notre Sud, hein, le Sud de l'Europe. Moyen-Orient, l'Afrique. Voilà, sujet absolument plus que passionnant, sujet vital pour vous, pour l'Afrique d'abord et pour le Moyen-Orient, mais aussi et surtout, je trouve, pour l'Europe et pour la France. Donc donc on n'est pas du tout piloté par par qui que ce soit, c'est un think tank. Hein. Donc on a des chercheurs et on travaille libre et on essaye de réfléchir, ce qui est un luxe dans la société dans laquelle on est. On prend le temps de bouquiner, de réfléchir, d'échanger, de discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec nous, qui pensent pas du tout comme nous, et d'essayer de comprendre le monde. Et après, deuxième phase, de diffuser ce qu'on comprend au maximum de gens. Et c'est pour ça que quand Frédéric m'a dit est-ce que tu veux venir à un colloque d'avocats, j'ai dit oui, parce que c'est une cible, vous êtes une cible pour moi. Je vais vous expliquer le monde, non pas tel qu'il est, parce que personne ne peut définir vraiment précisément la réalité du monde tel qu'il est, mais tel que moi je le vois. Et en tout cas, le monde qui vient, le monde qui est en train de se créer sous nos yeux, sous vos yeux à vous, est fondamentalement différent de celui que nous attendions, que nous espérions. Voilà, c'est un monde totalement différent de celui que nous connaissons et que nous attendions. Donc il y a un petit défi intellectuel de comprendre l'inattendu, et surtout quand l'inattendu n'est pas souhaitable. Voilà. Et donc on hésite vous parlez du déni dans les phases, je sais pas où on en est dans la phase, mais en tout cas aujourd'hui je crois que le combat est de lutter contre le déni. C'est ce que je vais essayer de faire pour ce qui me concerne. Alors j'ai reformulé le titre parce que en fait, quand je me suis mis au travail pour préparer cette intervention, je me suis posé la bonne question, qu'est-ce que je vais leur dire? Et donc, mon titre de ce que je vais vous dire là, c'est parce que j'ai quand même essayé de coller à votre préoccupation, le nouveau droit européen du numérique est-il adapté au nouveau monde géopolitique? Ma réponse, c'est j'en doute un peu. Mais c'est à vous de me le dire, parce que c'est vous qui le connaissez mieux que je ne le connais. Ma première idée, c'est le monde donc qui vient, donc n'est pas celui que nous attendions, et il est beaucoup plus dangereux. Si je devais caractériser en un mot le monde, et puis après m'arrêter, le mot que j'utiliserais pour décrire le monde qui est là, hein, c'est pas du tout un monde futur, c'est pas du virtuel, hein, c'est la réalité
qu'on observe moi je l'observe depuis 15 ans à peu près, mais ça se renforce et s'alimente et prend de l'ampleur chaque année un peu plus. Et on peut en reparler, mais les événements que les événements de la Palestine ne sont qu'une illustration de plus de cette réalité. Le mot qui caractérise le monde, c'est le mot fragmentation. Fragmentation. Ça a l'air complètement anodin, ça ne l'est absolument pas. Le monde, depuis 200 ans au moins, depuis la révolution industrielle, était un monde qui était plutôt en convergence. Donc c'était l'inverse de la fragmentation. C'est les forces centripètes qui l'emportaient sur les forces centrifuges. Aujourd'hui, les forces centrifuges l'emportent sur les forces centripètes. Donc ça a l'air de rien, mais quand vous êtes dans un monde dont le paradigme global est la convergence, sans même vous en rendre compte, tout ce que vous faites est imprégné d'une convergence. Et quand vous êtes européen, c'est ultra confortable parce que vous êtes au centre de la convergence. Donc le monde converge vers vous. Vous vous en rendez même pas compte, vous ne bougez pas, vous. Mais les autres doivent faire l'effort de vous rallier. Tout va vers la convergence. C'était le cas par l'européanisation du monde les Européens ont découvert la machine à vapeur et l'industrialisation qui en a suivi. Puis quand les États-Unis ont repris le relais au XXe siècle, ça s'est accentué très fortement après la chute du mur, puisque le seul modèle alternatif qui challengeait ce modèle s'est effondré de lui-même, tellement il était attiré par ce modèle unique. On a eu pas 30 ans, on a eu entre 90 et 2005 à peu près, on va dire 15 ans d'explosion. Alors là, complètement folle de cette convergence, et évidemment l'effet inverse, c'est peut-être si vous avez fait de la physique, le nucléaire, une bombe atomique, ça marche d'abord par compression et explosion. Et l'explosion est beaucoup plus destructrice d'ailleurs et on est dans la phase d'explosion. Voilà, pour au moins votre génération, donc au moins 30 ans minimum, 30-40 ans. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut revenir, les balanciers sont... Mais voilà, donc un monde fragmenté, fragmentation interne dans nos propres sociétés, mais ça vous le vivez tous les jours, tout explose et les individus s'isolent les uns les autres. Ça pose un sous-produit intéressant dans la géopolitique, c'est pour ça que j'en parle, mais évidemment intéressant en tant que citoyen, c'est la remise en cause des communautés humaines et notamment de l'application politique d'une communauté humaine très particulière que les Européens ont créée, qui s'appelle l'État-nation. Qui est une création assez récente finalement, 200 ans, ça correspond à peu près au même moment, et au moment où la démocratie est arrivée. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas de démocratie qui ne soit pas dans un État-nation, c'est-à-dire dans un État qui arrive à conjuguer l'universel et le local. Bon, donc à vous d'en tirer les conclusions, mais les États-nations, et notamment les États-nations les plus ouverts au monde, sont ceux qui sont le plus fragilisés par ces forces centrifuges internes. J'y reviendrai parce que les États-nations qui le sont moins sont plus solides et moins fragilisés. Fragmentation externe, donc ça c'est de la géopolitique. Ça veut dire que les États entre eux divergent de plus en plus. Ça amène à un mot-clé difficile à prononcer mais facile à comprendre qui est la désoccidentalisation, puisque nous étions au centre des forces centripètes. Quand les gens sont en force centrifuge, ils sont moins occidentaux chaque année un peu plus. C'est aussi la fin du multilatéralisme tel qu'on l'a créé, parce que multilatéralisme, ça veut dire que les nations se mettent autour d'elles, se mettent autour de la table et se mettent d'accord sur un modèle finalement vous êtes des juristes, vous connaissez ça, sur des lois, des règles du jeu, mais pour avoir des règles du jeu partagées, il faut avoir une forme d'accord sur des valeurs transcendantes, des valeurs au-dessus, qui sont à peu près les règles du jeu. Bon, ces méta-règles du jeu, qui étaient quand même très occidentales, elles sont plus du tout acceptées, elles sont remises en cause par tout le monde, enfin en tout cas par de plus en plus de monde, et chaque année un peu plus quand même, il faut bien en comprendre. Donc le multilatéralisme tel qu'on le connaît, il est mort, et c'est même pas la peine de le ressusciter, ça ne reviendra jamais en arrière. Ça c'est la seule chose dont on peut être sûr. Compétition des valeurs, fin de l'universalisme tel que nous, Européens, nous l'avons monté, donc Kant, et voilà, donc ça. Et dernier point, dernier mot que je voudrais donner, parce qu'il caractérise le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est le ressentiment. Un ressentiment partagé extrêmement fort, et un ressentiment, un peu de tous contre tous, mais beaucoup contre les Européens et les Américains, donc beaucoup contre l'Occident. On pourrait en parler, il y a plein de choses à dire derrière. Un des points que je vous donne pour expliquer ce ressentiment, c'est une énorme déception. Voilà. Après, on pourra en reparler si vous avez des questions.
Donc un monde fragmenté, un monde beaucoup plus violent, pour plein de raisons. D'abord parce que cette fragmentation, elle génère, elle est à cause de, enfin, la violence, elle est à la fois le résultat de la cause de la fragmentation et de la fragmentation elle-même. Cause de fragmentation parce que comme toujours, les gens, je vais dire les gens pour dire un mot un peu vague, c'est pas très glorieux, mais les institutions, les pays qui étaient au centre du jeu portent une responsabilité sur cette fragmentation et donc ça crée de la tension. Il y avait un dysfonctionnement majeur qui crée également de la tension et donc de la violence. Et puis tout bêtement, et ça c'est plus philosophique, même si bien sûr c'était absolument pas le cas, les Occidentaux véhiculaient une espèce d'idéal de rejet de la violence, et quand on rejette le modèle, eh ben on rejette également cet idéal de rejet de la violence. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui on a une violence beaucoup plus assumée, complètement assumée d'ailleurs, quand je dis beaucoup plus, complètement assumée, de plus en plus assumée, donc une violence de plus en plus désinhibée, ce qui ne veut pas dire que les Occidentaux n'étaient pas violents, mais quand ils étaient violents, ils avaient une espèce de mauvaise conscience d'être violents, donc ils expliquaient ça derrière des tas d'artifices, qui d'ailleurs nous sont revenus tous en boomerang, bien entendu. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « je suis violent », mais oui, mais c'est très bien d'être violent, et d'ailleurs tu le mérites, et c'est très bien, je suis ravi de te faire du mal. Ça fait certainement... Non, c'est une réalité. Et si vous allez un tout petit peu sur les réseaux sociaux, sur les situations actuelles, vous avez exactement ça. Et réseaux sociaux, alors on peut dire c'est normal, c'est l'anonymat de la... Enfin, mais non, mais moi je discute avec des think tanks, avec des responsables politiques, militaires, civils, universitaires, qui traitent du même sujet que moi. Et vous êtes surpris de voir des gens absolument... des pères de famille, des grands-pères, des gens gentils, enfin qui portent l'harmonie sur leur visage et qui vous expliquent très clairement que c'est tout à fait normal d'éventrer quelqu'un qui il le mérite. Voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi on le fait, et ça c'est important. Mais finalement, l'acte en lui-même ne pose aucun problème. En tout cas, c'est pas un sujet. Et bon, ceci dit, nos grands-parents l'avaient découvert puisque la banalité du mal d'Hannah Arendt l'expliquait très bien. Il fallait pas être un bourreau, un monstre pour être à Auschwitz, il fallait juste être normal. Relisez Arendt, c'est une excellente lecture. Alors, bon voilà, vous avez donc, je décris ça un peu avec mes mains, parce que j'essaie de montrer quelque chose d'un peu physique. Vous voyez, vous imaginez des particules qui elles-mêmes, en l'interne, se morcellisent, et qui se morcellisent, le global se morcellise. Donc c'est une espèce de Big Bang, tout explose. En même temps, tout ça n'est pas dans le vide, il y a des champs de force. Champs de force évolutifs, mais qui se mettent en place. Et donc, il y a deux grands champs de force actuellement qui sont en train d'impacter cette espèce de mortalisation qui complexifie un peu le devoir, mais ça fait, la vie est complexe, c'est normal. Un premier champ de force, c'est Est-Ouest, c'est États-Unis-Chine. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a une polarité du monde entre deux puissances, deux États-nations, comme tiens, un plus solide que l'autre, c'est la Chine, mais enfin, pour l'instant en tout cas, et les États-Unis font partie de ces États-nations en fragilité, puisque société ouverte, etc. Mais vous lisez les journaux comme moi, non. Vous lisez plus de journaux, mais vous regardez Internet comme moi, donc vous le savez. Et donc il y a une polarisation qui se fait. L'Occident, d'un côté, l'Occident c'est l'Europe, les États-Unis, et puis quelques pays asiatiques qui s'y raccrochent. Et puis la Chine, la Russie, l'Iran, et un certain nombre de pays, asiatiques ou pas d'ailleurs, ou africains, qui commencent à s'y raccrocher. Donc ça c'est une polarisation Est-Ouest, très géopolitique. Là, la question c'est lequel de ces deux gros pôles d'attraction va dominer l'autre pour les décennies qui viennent. C'est le jeu, c'est de l'intérêt géopolitique qui prendra la suprématie. Il y a une deuxième polarisation plus confuse, mais qui existe, qui est palpable pour qui s'intéresse à ces questions. C'est une polarisation nord-sud. C'est une polarisation riche, j'allais dire pauvre, riche, moins riche. Celle-là, elle est moins géopolitique, elle est beaucoup plus sociétale. Elle est beaucoup plus diffusée, elle est reçue pas par les chefs d'État, c'est pas une affaire de chefs d'État, c'est une affaire de population. Alors les chefs d'État peuvent le ressentir également, ou ils peuvent utiliser. Mais partout où vous allez dans le monde, les gens ils savent très bien dans quel camp ils sont. Riche, pas riche. Sud, nord. Après, les deux s'interbriquent, et celle du riche, pas riche, elle est plus fluctuante. Parce que d'abord, il y a des tas de pays qui sont... D'ailleurs, au sein d'un pays, vous avez des riches et des pas riches. Et puis, eux-mêmes évoluent. Il y a des pays, vous voyez, par exemple, l'Arabie Saoudite, est-ce que c'est un pays riche ou pas riche? C'est un pays ultra riche.
Mais culturellement, pendant longtemps, ils étaient du côté des moins riches. Donc, ils sont encore très... on est du Sud. Mais en même temps, regardez-vous, tous vos intérêts sont du Nord. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je me sens un peu du Nord par moment. Voilà, donc là, il y a des zones d'interface. Mais vous avez compris mon point. Pour analyser, je finis là-dessus, cette fragmentation, il y a 3 critères que je vous propose. Enfin, moi, c'est celle que j'utilise et qui me semble pertinente et vous pouvez l'appliquer sur la Palestine, sur l'Ukraine, sur le Sahel, sur beaucoup de choses. Le premier critère, c'est le critère, je dirais, du ressenti, des émotions. C'est le critère des opinions. Donc, c'est lié aux oppositions, aux problèmes culturels, idéologiques, religieux, psychologiques, humiliation. Voilà, c'est le premier critère. Quand on parle actuellement de la guerre entre le Hamas et Israël, c'est le critère dont tout le monde parle. C'est celui que vous avez sur tous les réseaux sociaux. C'est celui qui hystérise tout le monde d'ailleurs. Vous avez un critère un cran en dessous, au-dessus, plutôt, ou je sais pas, enfin différent en tout cas, d'un autre ordre, qui est le critère géopolitique. Donc là, c'est les intérêts des États, de plus en plus forts. Hein. La géopolitique, elle avait disparu quand tout s'homogénéisait sur un seul point. Mais à partir du moment où la géopolitique revient. Donc là, c'est que pense l'Iran, que joue l'Iran, que fait les États-Unis, que fait l'Arabie Saoudite, que fait l'Égypte. Voilà, ça c'est le rapport de force entre des États. Et les intérêts. Là, c'est des jeux d'intérêts purs. Et puis, vous avez un critère qu'on avait complètement oublié depuis 40 ans, qu'on faisait plus que du business et de la consommation, c'est le critère politique. C'est-à-dire comment on organise une communauté humaine, un pays. Comment on organise les choses. C'est justement ce qui a manqué en Palestine, c'est ce qui a manqué en Ukraine, c'est ce qui a manqué au Sahel, et même beaucoup de nos problèmes nationaux viennent de là aussi. On fait plus de politique depuis 40 ans, donc c'est pas surprenant qu'on ait un problème de ce côté-là. Les 3 sont pertinents pour expliquer chacune des crises que j'ai simplement évoquées. Souvent, vous en avez qu'une à la télé ou sur les réseaux. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les 3. Si vous voulez avoir une compréhension un peu plus affûtée de ce qui se passe. Donc mon premier point, donc ce monde est fragmenté. Mon deuxième point, ce monde reste, et ça c'est quand même assez grattant intellectuellement, paradoxalement, il se fragmente, mais il est en interaction permanente. Donc certains d'ailleurs disent ah bah oui vous voyez non il n'y a pas de géopolitique puisqu'on est en interaction, on est dans un monde complètement bon. Mais non, en fait on a les deux, on a l'interaction tout en ayant la fragmentation. Donc pourquoi en interaction de plus en plus forte? Parce qu'on ne démondialise pas le monde. D'abord on est 8 milliards d'êtres humains. Moi quand j'avais 20 ans on était 4 milliards. Bon, on a 2 fois plus d'êtres humains sur une planète unique. Donc évidemment les interactions ne peuvent qu'augmenter. D'ailleurs, les compétitions aussi, pour les ressources, ça ne peut qu'augmenter, etc. Et les problèmes de cohabitation entre ces 8 milliards d'êtres humains sur la même planète. Et puis les flux. Les flux qui, à cause de la technologie, etc., s'affranchissent de plus en plus des distances, les flux de finances, les flux de marchandises, les flux humains, les flux d'informations, etc. Donc on a à la fois ces 2 phénomènes. J'ai beaucoup insisté sur la fragmentation parce que c'est celui qui, à mon avis, le moins intuitif, parce que vous vivez dans la mondialisation et l'interaction, vous la vivez au quotidien. Ce micro, ça a probablement été fabriqué en Chine ou en Asie, et c'est venu par un bateau, voilà. Quand vous envoyez un SMS de l'un à l'autre, pas un SMS, mais un WhatsApp ou un message, ça passe par un câble quelque part avant de revenir dans la pièce. Donc on a cette double tension, mais je pourrais détailler et creuser si vous le souhaitez, rentrer un peu dans le concept. Le troisième point pour décrire ce monde, et ça je me rapproche de vous, c'est que ce monde est submergé par des technologies qu'il maîtrise de moins en moins. Et c'est pas neutre, ça date pas d'aujourd'hui. Heidegger et Simone Weil avaient écrit des choses passionnantes dans les années 20 sur ce sujet, et 20 et 30. Sur le fait que sentait cette technologie commençait à devenir tellement puissante qu'elle dépassait l'être humain. Mais aujourd'hui, avec le numérique, et là vous êtes en plein dedans, avec le cyber, avec l'intelligence artificielle, clairement on change de registre. Moi je pense, en tant que militaire, qui a passé 40 ans à réfléchir sur la conflictualité, que l'intelligence artificielle, c'est probablement la bombe atomique du 21e siècle. Voilà, donc c'est un sujet énorme, surtout quand ça touche, ça touche sur l'interconnexion et ça touche, dans mes 3 paragraphes, ça touche sur l'émotion, sur le facteur, tout ce qui est les représentations intellectuelles et tout ce qui va derrière en termes d'émotion, etc. Donc si on a une hypertrophie de ce volet-là, ça veut dire que la géopolitique on en fera moins, que la politique on en fera encore moins, et c'est bon. Et Gaza nous montre que c'est pas la solution. Mais Gaza, comme il y en a plein d'autres, je ne vais pas faire une fixette là-dessus. Donc en conclusion de cette première partie, on a
un ensauvagement du monde. Vous y ajoutez une hystérisation qui est liée à la fois à la proximité informationnelle et qui côtoie une fragmentation. Vous voyez, proximité et fragmentation. Donc ça crée une tension qui hystérise tout le monde. Et ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, mais après je vous l'expliquer, une arsenalisation des activités non militaires, de toutes les activités. Et j'en viens à mon deuxième point, je me rapproche tout doucement de votre thème à vous. Arsenalisation des activités non militaires, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comme la tension augmente, on est dans un monde obscien. C'est la guerre de tous contre tous. C'est le monde aujourd'hui. C'est le monde aujourd'hui. Et la tendance est croissante. Ça veut dire que la guerre n'est plus seulement une affaire de militaires. On ne fait pas la guerre, que c'est je vous impose ma volonté. Voilà. Alors je peux vous l'imposer en vous mettant un pistolet sur la tempe. C'est une façon classique. Et c'est assez comme ça que les Occidentaux ont fait la guerre depuis les Grecs. C'est-à-dire qu'ils réglaient leurs problèmes politiques en disant aux militaires, bon, vous me réglez le problème. Donc, Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, on n'arrive pas à s'entendre. Très bien. On va faire jouer les militaires. Et puis, ils vont régler ça. Puis celui qui aura gagné, après, les politiques disent, ok, voilà, le gagnant est là. C'est les phalanges grecques, quand deux cités se disputaient. À un moment, ils mettaient les hoplites dans un champ, ça durait une après-midi. À la fin, il y avait un gagnant. Et la cité qui avait perdu, disait, ok, t'as gagné. Donc le champ appartient, les esclaves, je te donne les esclaves. Enfin bon, ils faisaient leur cuisine. Aujourd'hui, ça c'est très occidental. Déjà, Sun Tzu, il disait, la guerre, si je peux la gagner sans tirer un coup de fusil, alors lui, il n'y avait pas de coup de fusil. Si je peux la gagner sans perdre un soldat, j'ai gagné ma guerre. Donc déjà, les Chinois, ils avaient compris. Ils avaient une conception de l'emploi de la force, de la violence, de la domination de l'un sur l'autre, complètement différente. Eh bien, aujourd'hui, pour des tas de raisons, c'est ça qui gagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre a lieu, elle a lieu dans des tas de domaines qui ne sont pas militaires. Et c'est ça mon deuxième point. Et maintenant, je vais focaliser sur le sujet qui est le vôtre. C'est que c'est vrai pour tout, vous avez compris. Finance, économie, culture. Faire un film, c'est faire de la guerre. Mais il y a des espaces dans lesquels c'est encore plus simple. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les espaces communs. Ceux qui sont des espaces justement de communication entre les gens. Ceux qui font le lien entre ces pôles de puissance compétitifs et en opposition. Donc il y en a trois, enfin il y en a peut-être d'autres, mais moi j'en connais trois. La mer, c'est celui que je connais le mieux. Ça a été ma vie pendant 20 ans sur les bateaux. Il y a l'espace exo-atmosphérique. Et puis il y a le numérique. Donc ça c'est le vôtre. Et finalement, en préparant mon affaire, en essayant de trouver un truc qui corresponde à votre besoin, souvent, parce que moi, j'y connais rien, moi, en numérique, enfin, j'y connais pas beaucoup de choses, beaucoup moins que vous, je suis parti je me suis dit, qu'est-ce qui se passe sur l'eau? Et j'essaie de voir s'il y a une transposition. Bon, et j'ai trouvé pas mal de choses, donc je vais vous dire un peu ce que j'ai trouvé. Les points communs de ces trois domaines, qui sont des espaces communs, des espaces de communication, des espaces partagés entre l'humanité, qu'elle soit individuelle ou collective, ou par pôle ou par État. D'abord, je ne sais pas si c'est d'abord, mais enfin, premier point, ce sont des espaces essentiels à nos économies, l'économie mondialisée, et qui touchent les économies des pays et les économies individuelles. C'est-à-dire que c'est des espaces au quotidien. Vous êtes concernés par les trois espaces. Je vous l'ai dit, les pantalons que vous avez sur vous, ils ont été faits à l'autre bout du monde, ils sont venus sur un bateau. Le mail que vous avez reçu, il a traversé les câbles qui sont sous la mer. Tout. Il n'y a pas une activité dans l'heure que vous faites ou une interaction que vous avez avec l'environnement qui est le vôtre qui n'ait pas été touchée par ces espaces communs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'attaque dans ces espaces communs, je vous touche directement. Directement. Je coupe un câble qui arrive à Marseille, vous n'avez plus d'internet pendant 3 jours. Et votre réservation à l'hôpital tombe à l'eau, elle a disparu. Et etc. Enfin, c'est le numérique, c'est votre vie, vous connaissez. Deuxième point qui m'a semblé intéressant, ce sont des espaces par nature duaux. Le mot dual, ça veut dire quoi? Ça veut dire civil et militaire. Ça tombe bien. Je vous ai dit que tout devenait dual aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que vous avez depuis que je prends le côté maritime parce que c'est le plus simple pour moi. Depuis qu'on a découvert qu'une barque c'est grâce à Archimède, on pouvait mettre des choses dessus et que ça coulait pas, et qu'au contraire, ça tenait, et que c'était beaucoup plus facile de déplacer des points lourds sur une barque que à tirer avec des esclaves ou à mettre sur un animal qu'il faut dresser, etc. C'est exactement ça. Eh bien, tout de suite, les gens ont dit, on va faire du commerce avec ça. On peut trimballer des marchandises, c'est génial. Mais tout de suite, on a dit, on peut mettre des militaires dessus.
et puis on va aller taper de l'autre côté du fleuve ou de la mer. Donc tout de suite, ça a été dual, militaire-civil. L'espace, c'est la même chose. Ça a commencé par le militaire, et ça s'est fait. Après, ça a été, et c'est encore le cas avec le New Space, ça s'est complètement civilisé. Le numérique, Internet inventé par les militaires, très vite passé dans le commerce, revient aujourd'hui aux militaires. Vous voyez, donc c'est vraiment des espaces complètement duaux, et donc évidemment idéal pour aller faire la guerre que les Chinois appellent la guerre hors limite. Vous entendrez peut-être ça aussi. La guerre hors limite, c'est la guerre tout azimut, utilisée par la guerre qui dépasse largement le domaine militaire. Enfin, ouais. Ce sont des espaces immenses et opaques. Ça veut dire que c'est compliqué de savoir ce qui s'y passe et c'est compliqué de savoir qui fait quoi. C'est donc numérique. Qui a fait le coup? Très difficile. La non-imputabilité, comme on dit nous les militaires, eh ben, c'est vraiment la loi dans ces trois espaces. C'est donc une incitation à agir, à faire un sale coup, puisque vous êtes très difficilement détectable. Ce sont des espaces marqués par l'extraterritorialité, ce qui pour des juges, enfin pour des gens qui s'intéressent à la loi, c'est important. Quelle loi est appliquée? En tout cas pas la vôtre, ou ni celle du voisin, ou alors bon la loi du plus fort, la loi de celui qui est qui est dans le coin, ou mais comme l'espace est dématérialisé, enfin voilà, vous avez compris que c'était compliqué au niveau du droit. Et ce sont des espaces où les acteurs sont ultra divers, étatiques, privés, ONG, particuliers. Et donc, ça permet de faire, quand vous voulez faire des sales coups, moi, je pense toujours à ma conflictualité, à utiliser des gens, faire la guerre par procuration. Donc, les outils qui font la guerre de l'Iran, actuellement, en mer Rouge. Voilà. Mais c'est le Hezbollah. Moi, quand je commandais un bateau, je me suis fait tirer dessus un missile par le Hezbollah. Là encore, c'était l'Iran, mais c'était des missiles chinois, vous voyez. Donc chacun utilise les autres. C'est voilà, vous avez compris. Je pourrais détailler si vous le souhaitez. Donc mais par contre, pour le numérique, qui est votre dossier, il y a quelques spécificités. D'abord, il est encore plus partout que les autres, que la mer, que l'espace exo-atmosphérique. Il touche les 8 milliards d'êtres humains. Peut-être pas les 8 milliards, mais il y en a au moins 5 ou 6 milliards qui sont concernés directement par le numérique. C'est un domaine de communication et de transport, mais la cargaison est plus riche qu'ailleurs. La cargaison du numérique a beaucoup plus de valeur et en tout cas beaucoup plus en potentialité, donne beaucoup plus de potentialité pour celui qui veut vous agresser que la cargaison sur un bateau. C'est la donnée et notamment la donnée individuelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez couper le tuyau, c'est déjà beaucoup, et faire un beau chantage au tuyau coupé, mais vous pouvez récupérer et utiliser la cargaison et avec ça vous voyez, militariser la donnée et vous en servir comme une arme de destruction massive et extrêmement ciblée. C'est comme si on avait des mines antipersonnelles nominatives par milliards dans le monde. C'est exactement ça. Vous devez considérer que la donnée, c'est une mine antipersonnelle qui est activable partout. Donc il y en a sur vous. Vous avez une mine antipersonnelle, ou vous avez peut-être plusieurs d'ailleurs, autour de vous qui vous concernent. Et bien sûr, au-delà de ça, il y a encore la donnée, c'est la donnée, celle que je viens d'expliquer, donc la cargaison qui a de la valeur, mais en plus, il y a l'utilisation de cette donnée grâce à l'intelligence artificielle qui rentre dans encore un autre champ, qui est le champ de la perception de l'influence. Donc là, c'est pas de la contrainte, parce que jusqu'à présent, j'étais dans la contrainte. Je vous coupe le flux, c'est une contrainte. Donc, ok, remets-moi mon flux et j'obéis à ce que tu me demandes de faire. Après, j'ai ta donnée, je te détruis parce que j'ai des infos tellement importantes sur toi que je peux te détruire si je veux, c'est encore une contrainte. Donc, soit je vous tue, soit je vous oblige à faire ce que j'ai envie que vous fassiez. Mais là, vous ne vous en rendez compte absolument pas. Je prends vos données et grâce à ça, je vous fais faire ce que je souhaite que vous fassiez sans contrainte. Ça, c'est Sun Tzu, puissance 10. Lui, il est ravi. Enfin, il n'a même pas rêvé ça. C'est même pas la guerre sans perdre un soldat. C'est la guerre où l'adversaire devient votre soldat. Et il ne s'en rend même pas compte. Ben voilà, ça vous savez, hein, on est exactement là-dedans. Et voilà. Et donc, quand vous repensez au numérique, moi je suis de la génération qui est rentrée dans la vie active au tout début des années 80, donc Thatcher, Reagan, Internet. Donc l'explosion de la mondialisation.
Donc clairement, il y a eu un avant et un après 80, 1980. Et là, on vit l'explosion qu'on vit actuellement, que je vous décris, c'est l'aboutissement de cette bulle qui a commencé en 80 et qui se finit maintenant, enfin qui se finit il y a 4-5 ans, à mon avis. Et quand vous regardez les mots à la mode à l'époque, hein, ceux qui ont bercé mes 20 ans et jusqu'à mes 30 ans, désétatisation, donc l'État de moins en moins important, puisque le commerce est international et que c'est plutôt l'entreprise qui commande. Hein, c'est pas la fin de la géopolitique, bien sûr, puisqu'il n'y a plus besoin, c'est le doux commerce de Montesquieu, hein, plus on fait du commerce, moins on a besoin, il n'y a plus d'intérêt, d'ailleurs ça n'a plus de sens. La géographie n'a plus de sens et la politique n'a plus de sens, donc la géopolitique n'existe plus. Le multilatéralisme, bien sûr, unipolaire, bien entendu, on ne le disait pas à l'époque, mais c'était évidemment ça, c'est-à-dire comme c'est nous qui donnions les ordres, donc c'est facile. Hein. L'individualisme, tout ça c'est le numérique, hein. Tout ça c'est porté par le numérique. L'homogénéisation, l'économie bien sûr qui est reine, la fin de l'histoire, alors bon, la fin de l'histoire, la fin des religions, la fin de la politique, la fin de tout, quoi. Et on est complètement pris à revers. Ça, c'était mon deuxième point. Dans la première idée, vous avez compris qu'on vit dans un monde dangereux et de la guerre de tous contre tous, et nous, Européens, qui étions les rois du pétrole, les Occidentaux, on va dire, qui étions les rois du système. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête. Mais quand on est roi, on s'en rend pas compte. C'est quand on est sujet qu'on vit mal la royauté. Quand on est roi, on trouve ça tout finalement pas si mal. Et on dit à tout le monde, devenez roi avec moi. Mais enfin, on sait bien que c'est à eux de faire un effort gigantesque, que en plus c'est probablement impossible. Mais là, on est quasiment, on a inversé la polarité. C'est-à-dire que tout ce qui faisait notre force devient notre faiblesse. Tout ce monde dont le numérique, qui est irrigué par le numérique, qui faisait notre superpuissance, c'est maintenant des vecteurs de vulnérabilité. À la limite, ceux qui étaient en retard sur le numérique, d'une certaine façon, sont plus protégés. Aujourd'hui, la Russie, pays arriéré par rapport à nous, et qui devait être détruit par la guerre économique et la guerre qu'on lui mène, vous avez compris que c'était eux qui avaient attaqué, hein, mais enfin bon, nous on fait ça avec nos armes, et comme on voulait pas mourir, eh ben, on a dit on va essayer de les bloquer par l'économie. Bon, au final, ils s'en sortent beaucoup mieux, parce que finalement, ils sont moins vulnérables que nous le sommes à la mondialisation, et donc à la fermeture d'un certain nombre de robinets de la mondialisation. C'est intéressant. Enfin bon, j'ai des analogies à faire ailleurs, mais je vous le ferai que si vous me posez des questions. Voilà, donc nous sommes très vulnérables. Et enfin, j'ai fait un petit effort pour m'adapter à mon auditoire. Je finis sur quelques mots sur le droit, enfin tel que moi je me suis dit, si j'étais avocat, qu'est-ce que ça voudrait dire pour moi comme challenge? Aujourd'hui, la difficulté que ça pose, tel que moi je le vois, c'est d'abord trouver le délit, puisque vous avez un problème de dilution. Le numérique vous donne une dilution. Mais une fois encore, hein, je parle de relations internationales autant que de criminalité, c'est la même chose. Donc moi, je suis le ministre des Affaires étrangères, de la Défense, je suis Gerasimov, et je vais voir Poutine, et qui me dit, maintenant, cette guerre, il faut casser les reins des Européens. J'ai plus de soldats, enfin mes soldats, ils sont pris en Ukraine, donc je n'ai pas un militaire. Qu'est-ce que je fais? Donnez-moi des idées. Mais évidemment, alors là, j'utilise le numérique, c'est ce qu'ils font d'ailleurs avec des fermatrolles, et je vous inonde de messages déstabilisants. Donc si je sens que vous êtes pour Macron, je vais expliquer que les gilets jaunes, c'est l'horreur. Si vous êtes plutôt gilets jaunes, je vais dire il faut couper la tête à Macron, etc., etc. Et puis c'est parti pour tous les sujets qui sont conflictuels que vous connaissez. Si vous êtes une fille, je dis il faut tuer tous les hommes. Si je dis les hommes, je dis qu'est-ce que c'est que ces filles qui arrêtent, qui nous embêtent, etc. Et je crée la haine partout. Et c'est relativement simple, car vos mines antipersonnelles, elles sont sur vous. Il n'y a qu'à les activer, vous identifier et puis trouver le moyen de le faire de façon industrielle. Mais grâce à l'intelligence artificielle, tous les 6 mois, j'ai un type qui vient me voir en disant j'ai trouvé un nouveau canon à destruction massive des opinions publiques européennes et françaises. Donc et ça, très difficile à trouver pour un juge, pour quelqu'un qui... Et donc, bon. Deuxièmement, attribuer. Une fois qu'on a trouvé, on dit ok, il y a quelqu'un là qui a balancé une énorme fake news, qui a électrisé, hystérisé toutes les banlieues françaises. Qu'est-ce qu'on fait? Et qui l'a fait? Donc attribuer le délit, c'est extrêmement compliqué parce que c'est opaque. Caractériser le délit, en fait, je pense que j'enfonce des portes, donc je vais passer très vite. Hein. La nature du droit à appliquer, parce que est-ce que tout le monde n'a pas la même, tous les pays ne disent pas la même chose. Et puis quel principe
qu'est-ce qui me fait dire que j'ai le droit de le faire ou pas le faire? Voilà, le droit international, le droit des individus, le droit national, etc. Bon, bref. Et dernier point, le droit, par ailleurs, c'est un outil de combat. Le lawfare, donc la guerre par le droit. Moi, je suis marin, je peux t'assurer que les Chinois, j'ai navigué en Asie, la mer de Chine du Sud, le droit de la mer international, l'interprétation du droit de la mer, la norme, comme c'est un droit très coutumier, hein, c'est la fonction qui crée l'usage et l'usage qui crée le droit, dans la mer, en tout cas dans le droit maritime. On est en train de totalement de changer le droit de la mer, par le bas, sans qu'il y ait une décision à aucun niveau de jurisprudence, ni à La Haye, ni ailleurs, parce que des acteurs ont décidé que pour leur intérêt, pour la guerre qu'ils sont en train de mener, ils allaient créer une nouvelle norme, et c'est en train de se faire, sous nos yeux. Et je peux vous donner des exemples, si vous le souhaitez, pour le droit de la mer, pour le droit numérique, les gens ont bien plus calé autour de moi pour le faire. Et voilà, et j'ai fini, et je vous dis donc, si vous avez compris, on arrive dans un nouveau monde, avec un changement complet des comportements des acteurs, avec un retour des États, ça veut dire que toutes les notions de communauté internationale, l'économie reine, les ONG, tout ça, je ne dis pas que ça a supprimé, mais repensez bien que les États, alors nous, c'est pas frappant en France, parce on fait partie des pays avec une fragilisation de nos États, donc on se rend bien compte que l'État est très impuissant. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche de plus en plus. On dit, il fait rien, mais il peut rien faire. Ah oui, mais beaucoup de pays ne sont pas dans ces conditions-là, et donc on a cette difficulté. Mais le retour des États et des rapports de force entre États, c'est déjà le quotidien aujourd'hui, et ça sera le vôtre. Vous êtes plus jeune que moi, dans les décennies qui viennent encore plus. Une vulnérabilité extrêmement forte des Européens. Il faut comprendre, et ça c'est quand même très compliqué, on est assis sur un trône, mais parce qu'en gros c'est ça, mais le trône, les pieds sont complètement vermoulus, quoi. C'est en train de s'effondrer, tout le monde le sait. Il n'y a que nous, je pense que beaucoup le savent déjà, mais il y a plus que chez nous que les gens se disent, mais non, ça n'est qu'un mauvais moment, ça bouge un peu, mais en fait tout on va retrouver comme avant. Donc il y a un nouvel équilibre à retrouver. Et je pense que c'est le travail d'une génération, donc c'est votre travail à vous. C'est pour ça que je suis ravi d'avoir répondu présent à cette demande. Donc, je finis en disant, ne croyez pas qu'on reviendra en arrière. C'est terminé, l'histoire ne revient pas en arrière. Même s'il y a une parenthèse qui se ferme, donc on pourrait se dire, ah oui, bon, donc on va revenir à ce qu'on faisait avant la parenthèse, avant 80 par exemple, avant qu'on invente Internet. Oui, mais on ne va pas désinventer Internet. La mondialisation, elle est là. Les 8 milliards d'êtres humains, ils sont là. On ne va pas vous repasser à 4 milliards, etc., etc. Donc, mais par contre, donc il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas d'angélisme à avoir parce que ce monde, c'est un monde qui n'est pas kantien du tout, qui est vraiment hobbesien. C'est un monde brutal. Voilà. Bon. Il va falloir inventer autre chose, et notamment un nouveau droit. Ça veut dire que le droit sur lequel on travaille, à mon avis, il est complètement pris par derrière. Enfin, il est complètement pris à revers. Donc il faut complètement revoir ça, en repartant d'en haut, en disant mais où sommes-nous et de quoi avons-nous besoin comme droit? Droit national, droit européen, droit international, sachant que tout ça est remis en cause et qu'on n'est pas les seuls acteurs, bien sûr. Ce serait trop simple. Quand on était les chefs au monde, c'était facile, hein, tous décidaient entre Paris, enfin, entre l'Europe et Washington et New York. Maintenant, c'est plus ça. Donc, il va falloir demander à des gens qui pensent complètement différemment, qui n'ont pas du tout les mêmes référentiels et qui vont vous dire non mais vos histoires, attendez, ne rêvez pas 2 secondes. Le droit, c'est nous qui allons le donner et on a nos idées. Rassurez-vous. Il faut donc de la lucidité pour comprendre le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Il faut de l'intelligence parce qu'il va falloir se remettre au travail et pas simplement consommer et essayer de devenir heureux en consommant. Il va falloir trouver des solutions. Il faut de la ténacité parce que c'est l'affaire au moins 30 ans. Moi, je pense plutôt 40, vous voyez, je vous dis début 80 et en 2010, quoi. En gros, ça a volé en éclats. Donc, il faut de la ténacité. Et puis, je peux vous donner peut-être l'impression d'être un peu pessimiste, ce que je ne suis pas du tout, en fait. Donc, je voudrais finir là-dessus. Vous êtes les héritiers d'une culture européenne qui est particulièrement efficace et qui porte plein de choses positives qui peuvent, l'expérience le montre, montrer avoir des effets négatifs. Donc il faut la maîtriser. C'est comme tout. C'est compliqué la vie. Mais il faut pas tout jeter, quoi. Il faut pas. C'est pas parce qu'on est en vulnérabilité que tout ce qui a été fait avant est complètement absurde et à évacuer. On s'est planté. Voilà, on s'est planté. Donc on met tout à la poubelle et on va regarder les autres et on va devenir des petits Chinois ou des petits je sais pas quoi. Bon, c'est pas ça. On est porteur
de spécificités intellectuelles, culturelles, de vision du monde, qui ont leurs défauts, mais qui ont aussi beaucoup de points positifs, qui pendant très longtemps ont fasciné le monde, qui ne le fascinent plus du tout. Donc posons-nous la question pourquoi on fascine plus du tout le monde, voire même il nous rejette. Posons-nous des questions, les bonnes questions, mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier ces valeurs dans un monde dur. Je suis militaire, hein, j'ai connu, pratiqué le rapport de force et la violence. Et je sais que lorsqu'on est dans une situation de violence, on peut devenir violent. Et la violence, et on peut oublier ses propres valeurs. Et la différence, et ce dont nous sommes porteurs, vous voyez, alors là, on parlait de transcendance pour les lois, ce dont nous sommes porteurs, c'est que justement, cette culture que nous portons, elle nous a progressivement, avec le temps, appris que cette violence, elle devait être maîtrisée, non pas annihilée. Ça serait absurde et utopique et on aboutirait à l'inverse de ce qu'on cherche. Non, non, elle existe, elle est là, et il faut savoir la maîtriser. C'est probablement un des challenges les plus forts qu'on ait, surtout dans un monde qui s'hystérise complètement, où l'émotion remplace de plus en plus la réflexion, et quand on est en plus confronté à de la violence, c'est de partir dans le cycle de violence. Donc il ne faut pas la refuser, la violence, elle est là, mais il ne faut pas qu'elle l'emporte sur les valeurs qui sont le fruit de 3000 ans d'histoire, au moins, de réflexion dans lequel nous sommes tous, dont nous sommes tous les héritiers. Je vous remercie de votre attention.